Mohamed Lakila, bienvenue. Bonjour. On va parler bien sûr de votre proposition d'un État unique laïque au Proche-Orient, mais on commence par ce congrès hier, ce vote historique. Vous avez voté pour ? Comme 92% des parlementaires présents, effectivement, j'ai voté pour. Avec le sentiment de participer à un moment historique ou simplement symbolique ? Écoutez, c'est quand même un combat qui a été mené de longue date par Halimi. Ça a été mené aussi par beaucoup de femmes Simone Veil, centriste, votre famille politique en plus. Je crois que c'est un moment historique parce que la France a toujours été le phare quelque part du monde, de l'humanité. Et là, on le prouve une nouvelle fois en étant effectivement le premier pays à voter, à inscrire dans le dur, dans notre constitution, l'IVG. Donc, je pense que c'est un moment effectivement très fort qui est vécu par, je dirais, plus de 80% de la population, comme un moment historique. Si, par malheur, dans les années ou les décennies qui viennent, un pouvoir arrivait anti-IVG en France, il aurait quand même un obstacle juridique supplémentaire. Il y a un obstacle, mais effectivement, ce qu'un congrès fait, un autre congrès peut le défaire. Ouais. Là, on met des barrières. On voit, notamment aux États-Unis ou ailleurs en Europe, il y a encore des pays qui interdisent l'IVG. Hier, j'ai écouté... la plupart des discours, ils étaient convenus, mais Malhuret, je ne sais pas si vous l'avez entendu, quand il a raconté son histoire, jeune médecin, qui voit cette dame, cette fille, mère, qui a enterré son bébé parce que justement, elle n'a pas pu avorter, tout simplement. Donc, cette histoire, en tout cas, moi, elle a été plus que, importante dans la décision qu'on prenait hier. On pouvait s'interroger sur l'opportunité, sur pas mal de choses. Je me suis posé la question si ce n'était pas une loi d'évidence. Bon. Mais quand on parle des cas concrets... Je crois que quand on parle des cas concrets, on sait pourquoi il faut le faire. Et on l'a fait et on l'a bien fait. Alors vous avez passé plusieurs jours en Israël avec une délégation de parlementaires internationaux d'ailleurs. Vous avez trouvé un pays inquiet, meurtri, angoissé, dans l'impasse ? Ouais, juste rappeler que je suis né dans un pays qui est le Maroc. Et le Maroc a une histoire particulière avec le peuple juif, avec les Juifs. Je suis dans ma circonscription où il y a le dernier camp qui avait fermé, le camp d'Émile. Le camp d'Émile, avec son Et dernièrement, une jeune fille a pris la parole pour rappeler ce qu'était le roi du Maroc, Mohamed V, qui avait refusé de livrer les Juifs. Quand on a voulu lui donner 200 000 étoiles, il a dit « vous en prenez 60 pour ma propre famille ». Donc, le judaïsme, en tout cas tel que moi je l'ai vécu au Maroc, c'est pas celui qu'on voit ailleurs. Cette proximité avec les Juifs qui ont été considérés bien évidemment marocains avant d'être juifs au Maroc. Et ils ont été protégés par rapport à d'autres pays qu'on connaît, notamment le pays voisin. Donc, cette relation avec les Juifs, moi je l'ai vécu très jeune parce que je suis né dans un petit village où proche de la famille, il y avait des Juifs, et puis il y a des synagogues encore aujourd'hui. Donc moi, mon souhait, quand j'ai vu les accords d'Abraham, c'était une avancée certaine, même s'il y avait déjà des relations très fortes avec le Maroc. Je me suis dit, ouf, on avance, on respire. Et puis arrive le 7 octobre et on a vu un petit peu le recul. Alors, ce voyage, je l'ai vécu de plusieurs manières. D'abord, j'ai rencontré des familles d'otages. Et là, vous n'avez pas envie. Je les ai embrassés, je les ai serrés dans mes bras. Mais aujourd'hui, on voit aussi que demain, si je vais à Gaza, j'aurais envie de serrer des mamans dans mes bras qui perdent leurs gosses. Donc, il n'y a pas de solution. On a été à la Knesset. J'ai interrogé des députés de la Knesset en étant dans une relation très franche entre parlementaires. Et c'était le but recherché. Ils ont voté une résolution à l'unanimité contre la création d'un État palestinien. C'est un blocage. Ils ont voté à l'unanimité. 2, en discutant avec une ancienne collègue, Nadia Essayan, qui est d'origine palestinienne, elle m'a dit arrêtez de parler de 2 États. Et effectivement, quand on connaît la géographie, il y a une difficulté. Avoir demain un État avec une continuité territoriale. Vous l'avez rappelé, il y a 20% d'Arabes israéliens. En Israël, il y a 20% d'Arabes. Alors, quand on dit Arabes, ce n'est pas que musulmans. Il y a des chrétiens, il y a des musulmans. Donc, il y a les 3 religions. Moi, il y a une dizaine d'années, j'avais été avec mes parents à Jérusalem et j'ai vu un petit peu ces 3 religions
Alors, on oublie souvent que les autres sont peut-être plus nombreux, les non-religieux. Mais bon, cette cohabitation, je pense, elle a toujours existé, mais aujourd'hui, il faut trouver une solution. Alors, pas d'État, pas un deuxième État, très bien, mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? D'autant plus qu'à la Knesset, ils sont revenus sur un texte qui existait, qui aujourd'hui interdit à des conjoints d'Israéliens de devenir à leur tour israéliens. C'est-à-dire qu'un arabe israélien qui épouserait une étrangère, une palestinienne ou autre, ne pourrait pas obtenir. Ils appellent ça la loi de la citoyenneté. J'ai interrogé d'ailleurs nos collègues députés à la Knesset qui m'ont pas répondu. Comme on sait faire, les parlementaires, des fois, quand on ne va pas répondre. Alors, je vais peut-être fort en disant un État laïque, mais l'État d'Israël, il peut être juif à condition de respecter tous les citoyens qui composent cet État. D'être dans une logique d'intégration maximale. Je pense qu'il y a une solution à trouver. On ne va pas trouver la solution à la française. Quand on dit un pays laïque, à la française, c'est peut-être pas ça qu'il faut. En tout cas, la solution politique, pour moi, c'est une évidence aujourd'hui. D'un État unique. Un seul État. J'en ai parlé autour de moi, y compris à des responsables politiques chez nous. Je crois qu'il va falloir chercher une autre solution à ce conflit. Sinon, qu'est-ce qu'on fait ? On voit disparaître quand même des enfants, des parents. Et on a peur, tout le monde a peur pour ses enfants. Moi, j'ai interrogé l'ambassadeur, par exemple, l'ambassadeur de France en Israël. J'ai dit, est-ce qu'il y a encore beaucoup de Juifs qui rentrent en Israël ou est-ce qu'ils repartent ? Il me dit, il y a les deux mouvements. Aujourd'hui, effectivement, les franco-israéliens qui étaient rentrés vivre, comme vous avez dit, au bled, ben, ils sont revenus parce qu'ils ont peur. Et cette peur, elle ne doit pas exister. Cet État unique, laïque, c'est presque une utopie. C'est un horizon vers lequel on pourrait aller pour trouver des solutions intermédiaires. Il n'y a pas le choix. Je crois qu'il n'y a pas le choix que d'avoir un seul État. Alors, dans une confédération, une fédération faite comme vous voulez, mais en tout cas, il faut qu'on ramène la paix dans ce territoire. Mais vous l'avez bien compris, ça veut dire que ça ne serait plus un État juif. Or, c'est consubstantiel à l'histoire d'Israël. Je le sais, ça a été rappelé. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait de tous ces Palestiniens ? Aujourd'hui, ils sont à 2 millions, à 2 millions dans Gaza, qui sont l'ambassadeur nous l'a dit, ils vivent sur 1 mètre carré chacun. Sur 6 mètres carrés, pardon, chacun. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a eu 20 000 Israéliens qui ont été déplacés. Et aujourd'hui, on les héberge aux frais de l'État à Tel Aviv ou ailleurs. De l'autre côté, il y a 2 millions de déplacés et qui vivent sur 6 mètres carrés chacun. Aujourd'hui, le piège tendu par le Hamas, qui est un mouvement terroriste, j'ai peur que tout le monde tombe dedans. Aujourd'hui, on voit bien que même l'opinion internationale est en train de bouger. Vous avez vu la réaction du président de la République. On ne peut pas laisser non plus. On est en train de larguer de la nourriture sur des gens et on a vu des centaines mourir. Est-ce que la solution, ça ne peut pas être, d'abord éradication du Hamas, puis après création quand même de ces deux États, entité juridique difficile évidemment pour l'État palestinien, mais qui serait le préalable à une autre voie? Je veux bien qu'on éradique le Hamas, sauf que les dirigeants aujourd'hui sont où? Ils ne sont pas à Gaza. Ils sont pas à Gaza. En Iran. Ils sont au Qatar, réfugiés etc. dans des 5 étoiles, etc. Donc il renaîtra de ses cendres, ce mouvement, si on le Je suis tout simplement, on regarde les faits. Et les faits, malheureusement, sont là. On peut toujours dire on va éradiquer le Hamas, et il naîtra quelque chose d'autre. Donc si on ne trouve pas une solution politique, si on ne va pas rechercher une vraie solution sur le long terme, malheureusement, c'est quelque chose qui dure depuis très longtemps. Même si une partie de la société israélienne est moins religieuse, il y a des partis extrêmement religieux qui ont pesé dans les coalitions. Tout à fait, ils pèsent beaucoup. Et ceux qui voulaient la paix, ils ont disparu, malheureusement. Ils ont même été assassinés. Donc aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut sortir de ce guêpier sans une solution politique. Certains proposent un poids plus présent des organisations internationales, d'un collège de pays, de l'ONU, pour essayer de faire exister ces deux États. Pour vous, c'est bloqué? Pour moi, en tout cas, l'histoire des deux États, je suis convaincu, c'est pour ça que j'en parle, je suis convaincu qu'il faut arrêter de parler de ces deux États. À cause de la géographie trop morcelée. Géographie, mais pas que. Donc, je pense qu'il faut plutôt changer de logiciel, peut-être faire un pas de côté, je dirais, pour les belligérants, pour l'ensemble, effectivement, et surtout la population. Il faut que la population
elle a son mot à dire, il faut qu'elle le dise lors des élections, puisqu'il y a des élections libres dans ce pays. Vous avez eu l'impression, en étant là-bas, que le cessez-le-feu qu'on annonce pour le Ramadan, avec peut-être des libérations d'otages, ça avançait bien? On était dans le kibbutz et on a été sur le point d'entrée d'ailleurs des terroristes. Et on entendait encore des feux, des coups de feu. Des tirs, oui. Des tirs, on les entendait encore. Donc, cesser le feu, je ne vois pas comment ça pourrait s'arrêter. Oui, on pourrait s'arrêter, mais c'est reprendre un mois après, ça n'a pas de sens. Il faudrait d'abord protéger les populations. Et libérer les otages. Libérer les otages, mais sans condition. Ça, on le dit depuis le premier jour. Il faut libérer les otages sans condition. Je sais que tout le monde y travaille. La France y travaille, l'Égypte, en fait, toutes les parties prenantes. Il faut tout faire pour libérer les otages parce que, mettez-vous à la place de ces parents. Moi, je les ai vus dans leurs yeux. Ils sont là dans l'attente, mais abominable. Il faut libérer les otages, bien évidemment. Un mot pour finir de votre famille politique, le MoDem, qui n'a pas été très bien traité dans le dernier remaniement. On s'interroge sur son avenir. Est-ce qu'il faut un candidat MoDem à la présidentielle 2027 pour exister? Écoutez, dès la semaine prochaine, on va fêter les 100 ans du centrisme. Alors, le centrisme a toujours existé. Il a existé avec Le Canuet, il a existé avec Giscard. Et il a fait la victoire de Macron en 2017. C'est souvent quelques-uns qui l'oublient. Mais effectivement, Macron ne gagne en 2017 que parce qu'il y a l'alliance avec le MoDem et avec le mouvement démocrate de François Bayrou. Donc le centrisme existe dans ce pays et aujourd'hui on est, j'allais dire, le macronisme. C'est quoi? C'est exactement ce qu'a proposé François Bayrou en 2007. Mais c'est l'après Bayrou qui se dessine maintenant. Écoutez, Bayrou, il est toujours là, effectivement. J'allais dire, il est encore parmi nous et tant mieux. Après, c'est un mouvement qui a fait, je vous dis, 100 ans, qui va fêter les 100 ans. Et il est là pour durer longtemps. Dans un macronisme qui a penché vers la droite du fait de l'opinion aussi. C'est vrai que ça a un petit peu penché à droite, ça nous a un petit peu énervé parce que moi j'aime beaucoup l'extrême centre. D'ailleurs, c'est le point le plus difficile à tenir, c'est l'équilibre le plus difficile à tenir. On vous place toujours dans un camp ou dans un autre. Le fait d'essayer d'être au milieu et le juste milieu, comme on dit, c'est quand même une position assez compliquée à tenir. Pour exister, il faut un candidat à la présidentielle, au moins dans les primaires, dans le premier tour. Je pense en tout cas que tout le monde y travaille et on y travaille aussi. Mohamed Lakila, merci et bonne journée dans les Bouches-du-Rhône et l'Aix-en-Provence, cher à Annabelle. Si vous retrouvez les cambrioleurs, vous nous le dites. Non, mais écoutez, bienvenue à Aix-en-Provence. Il y a moins de voleurs qu'à votre temps. Merci beaucoup Christophe Barbier, on vous retrouve demain à 7h45. Votre invité sera Stéphane Travers, député Renaissance de la Manche.